Sans surprise, le 17e sommet de la francophonie à Erevan s'est achevé vendredi 12 octobre avec l'élection par consensus de la chef de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo, sous les acclamations des représentants des États membres réunis à huis clos. Je ne vais pas faire de miracle et réinventer la boussole car la francophonie existe depuis longtemps, a affirmé donc la nouvelle secrétaire dès l'annonce de son élection à l'organisation, à la tête donc de l'Organisation internationale de la francophonie qui, en évoquant les combats nécessaires pour préserver le multiculturalisme, a déclaré vouloir placer l'organisation commune à l'endroit qu'il faut, là où elle peut faire la différence. Alors l'Afrique fait donc son retour à la tête de l'OIF, tandis que l'Arabie Saoudite, contestée au sujet des droits de l'homme, a retiré sa candidature d'adhésion. 17e sommet de l'OIF, une édition du progrès ou de la réelle politique. C'est bien sûr le thème de cette émission. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue donc sur SICA et votre émission ici et ailleurs. Et pour en parler, je reçois pour vous Victor Tokpadou. Il est professeur de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Monsieur le professeur, merci d'être là. Bonjour. En face de vous, c'est Heribert Label Adjovi, journaliste, internationaliste et écrivain également. Merci à vous de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, Heribert Label Adjovi, avec vous, Michaël Jean a dénoncé les petits arrangements entre États ayant conduit à la désignation de la Rwandaise, soutenue aussi bien par la France et l'Union africaine. Pour vous, est-ce une surprise ou véritablement un arrangement, comme elle le dit? Mais je pense que la francophonie, c'est également un instrument politique. Et donc, dans ce sens, à chaque fois, les secrétaires généraux ont été choisis par consensus. Donc, si elle parle d'arrangement, lorsqu'on se retrouve sur le plan politique stricto sensu, ça ne pose pas de problème. Seulement que avant qu'on en arrive à cette élection, il y avait déjà mal donne, puisque sans en avertir les autres partenaires de la francophonie, le président Macron en mai déjà disait clairement que son soutien va du côté du Rwanda. Et donc, je n'ai pas très bien compris pourquoi Michaël Jean... C'était normal pour vous que Macron dise cela? Ah, mais je vous ai dit que là où il y a mal donne, c'est que sans que les autres acteurs ne soient informés particulièrement, même si peut-être il y a eu des conciliabules de coulisses, le président Macron a fait très vite son choix. Ça a gêné beaucoup d'acteurs. C'est vrai que Michaël Jean, en tant que secrétaire général de l'OIF, à un moment donné, on parlait de sa gouvernance qui ne serait pas forcément inclusive. Qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est un grand débat. Mais il faut dire que ce qui s'est passé finalement était plus ou moins attendu, puisque avant d'aller à Erevan, on savait très bien que les 29 pays de l'Union africaine avaient donné quitus à Louise Mushikiwabo et que la France est derrière elle, également la Belgique. Donc, lorsque, à la veille de ce scrutin, on a eu également le soutien du Canada et du Québec, qui ont c'est ce pays-là quand même qui est le pays d'origine par alliance, parce qu'elle est d'Haïti, de notre sœur Michaël Jean. On savait que bon, les carottes étaient cuites. Docteur Panou, est-ce que vous pensez que Michaël Jean a raison de parler d'arrangement entre États pour l'évincer de la tête de la francophonie? Écoutez, du point de vue de Michaël Jean, c'est logique. C'est-à-dire que quand vous voulez analyser un discours politique, vous l'analysez en fonction de la position de l'acteur qui prononce le discours. C'est normal qu'elle aurait voulu être reconduite. Elle en a manifesté le désir jusqu'au dernier moment. Et ne pas avoir été reconduite, forcément, il fallait qu'elle trouve une explication. Et c'est cette explication-là qu'elle a donnée. Donc, vu de son côté, c'est une explication totalement recevable. Mais enfin, au-delà de la position personnelle de Michaël Jean, dont tout le monde connaît les positions que j'ai pu développer vis-à-vis d'elle depuis quelques mois, je pense que c'est le spectacle donné par les Africains qui est triste. Comment ça? Et je pense que
En 2018, alors qu'on espérait beaucoup mieux de nos responsables, en arriver comme ça encore à jouer les dindons de la farce. C'est vraiment décevant de la part des Pourquoi Africains. vous le dites? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui c'est une unité retrouvée de ce chef d'État qui a quand même planché à l'égard de la Est-ce que vous ne Rwandaise? trouvez pas Parce que ce qui s'est passé à Dakar... Est-ce que vous ne trouvez pas ridicule que pour la première fois dans l'histoire de l'UIF, on soit obligé de contraindre les présidents africains de l'Union africaine, à donner un quitus au secrétaire général de l'OIF? Est-ce que vous l'avez jamais vu? Qui les a contraints? Attendez, professeur. Attendez. Est-ce que jamais l'Union africaine a donné une position commune dans l'élection de l'OIF? Est-ce que jamais l'Union africaine a donné une position commune dans l'élection du secrétaire général du Commonwealth? Jamais. Jamais. Mais pire encore, vous avez écouté par vous-même les explications données par la France. On a commencé par dire que oui, le centre de gravité de la francophonie, c'était l'Afrique, quelque part entre le fleuve Congo et non pas du côté de la Seine. Et on est allé jusqu'à dire qu'enfin, l'OIF est retourné en Afrique. Dans son berceau. Dans son berceau. Ah, ça a pris corps. Est-ce que vous imaginez la gravité et l'indignité d'une telle déclaration qui est passée inaperçue, que tout le monde a chanté à l'unisson sur tous les médias? Vous ne trouvez pas ça normal? Vous trouvez que c'est normal que l'Afrique, qui a vendu ses enfants, puisse traiter une Haïtienne de non-africaine? Vous croyez que vous avez plus le mérite d'être africain que les Haïtiens? Vous croyez que les Africains ont plus de mérite d'être africains que les Nord-Américains? Vous croyez qu'ils sont plus africains que les Africains des Bermudes, etc.? C'est indigne ce qui se passe. Et venant des chefs d'État, je trouve ça scandaleux. Aucune notion de leur histoire, aucune notion de dignité. Ils auraient pu trouver d'autres explications. On aurait pu anormalement attaquer le bilan de Michael Jean. Ils auraient pu trouver beaucoup d'autres raisons. Et puis pourquoi pas d'ailleurs des arrangements diplomatiques, normaux, etc. Mais aller jusqu'à dire que parce qu'on a choisi une Rwandaise, c'est le retour de l'Afrique en traitant l'haïtienne de non-africain, alors même que l'Union africaine... Est-ce que ce n'est pas une allusion faite au Canada aujourd'hui, qui est quand même un pays nord-américain? C'est une mauvaise allusion. Celle dont il s'agit s'appelle Michael Jean. Point barre. Peu importe sa nationalité. Elle n'a pas choisi d'être canadienne. Si on n'avait pas vendu ses aïeuls, ou quelque part sur les côtes du Bénin, elle ne se serait jamais retrouvée en Haïti. Et probablement peut-être pas dans un second exil, aller au Canada. Mais après tout ça, après avoir vécu tout ça dans sa chair, après que ces gens-là fassent un effort de reconstruction identitaire, que l'Afrique vienne leur jeter comme ça à la figure, qu'en faisant le choix de la Rwandaise, c'est le choix de l'Africaine, contre elle, qui serait une Haïtienne, je trouve ça franchement indigne et pas à la hauteur du débat. Et une fois de plus, comme je vous dis, j'aurais préféré qu'ils aient trouvé d'autres explications que celle-là. Celle-là est vraiment courte, trop courte, pour être digne du débat. Alors, pour certains Africains, Heribert Label Adjovi, c'est bien sûr le désastre de Dakar qui a conduit donc à une unicité de voix cette fois-ci, parce que à Dakar, ils étaient pratiquement 4 candidats africains donc à être donc au poste de secrétaire général de l'OIF, et c'est ça d'ailleurs qui a milité en faveur donc de Michael Jean. Aujourd'hui, cette unité retrouvée, le professeur Topan trouve ça indigne de la part des chefs d'État africains. Est-ce que vous avez la même position? Mais je pense que, je ne sais pas si vous avez très bien compris le professeur Topan, parce que je suis convaincu que l'Afrique retrouve son unité, ne poserait pas de problème. Et je suis convaincu sur le continent. Sur le continent, que l'Afrique parle d'une seule voix sur les grands enjeux internationaux. C'est quelque chose qu'on a toujours souhaité. Mais ici, il se pose un problème. C'est vrai qu'elle est haïtienne avant d'être canadienne, et que quelque part un pays comme le Bénin est bien interpellé dans cette histoire. Mais il faudra dire qu'on se retrouve dans une situation que, quel que soit ce qu'il y a, on avait affaire effectivement à une Canadienne, première chose. Donc, mais politique. Oui. Deuxième chose, c'est que, qu'on le veuille ou non, personnellement, je trouve qu'elle a eu l'occasion
de présider aux destinées de l'OIF, et que par rapport à tout ce qui s'est passé durant son mandat, à tort ou à raison, les gens lui reprochent un certain nombre de choses. Et que, de toutes les manières, une élection, c'est des voix. Et donc, chaque pays est libre d'aller dans son sens. Et dans ce cadre, les pays africains ont décidé de choisir le candidat qui, du moins, répondait au mieux à leurs aspirations. Maintenant, les autres considérations, des propos déplacés, évidemment, c'est regrettable, parce que je suis convaincu qu'un pays comme le Bénin, même si nous avons une relation très proche avec le Rwanda, que nous étions bien perplexes, parce que Michaëlle Jean, lorsqu'elle est venue solliciter le soutien du Bénin pour son élection au poste de secrétaire général de l'OIF, on a vu comment cela s'est passé. Vous savez, les Haïtiens se considèrent pleinement béninois, et je l'ai vu pleurer quand elle était venue par ici. Et donc, le Bénin s'était certainement retrouvé dans une situation difficile, mais l'autre chose, l'Afrique a décidé, sur les grands enjeux internationaux, de parler d'une seule voix. Et donc, je trouve que dans ce sens, malheureusement, on se retrouve avec... elle est canadienne, mais elle est africaine, elle est même béninoise. Mais je pense qu'il y a quelque chose de bien dans ce qui s'est passé, malgré tout, même si effectivement je regrette des propos qui ne sont pas bien, ce qu'il y a de bien, c'est que au-delà de ce seul cas, si sur toutes les grandes questions internationales, l'Afrique peut parler d'une seule voix, ça, ce serait tant mieux. C'est un souhait. On attend donc de voir si ça peut se réaliser. Alors, professeur Victor Tokpanou, contrairement à ce que vous pensez, il y a le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Mahamat Faki, qui, au cours d'une interview sur la question, a estimé que les propos donc tenus par Michaëlle Jean au cours donc de son intervention à la sortie de cette rencontre, il trouve ça quand même moins élégant et à la limite prétentieuse pour une femme qui est portée à la tête de l'organisation. Oui, mais je trouve que ce président a manqué une occasion de se taire. Vous trouvez? Il a manqué une occasion de se taire parce que quand on préside une organisation comme l'Union africaine, qui est incapable, je dis bien incapable, de construire son propre siège, qui regroupe plus de 50 États, mais incapable de construire son propre siège, une Union africaine incapable de garantir l'intégrité territoriale de ses États. Je prends l'exemple du Mali. Et le G5 Sahel qui a été mis en place laborieusement avec l'aide des Occidentaux. Et parce qu'ils ont refusé de financer intégralement, la structure ne se développe pas. Quand on est président d'une institution de cette nature-là, on ne jurie pas Madame Michaëlle Jean. Je suis très embêté de me retrouver dans la position de quelqu'un qui défend Michaëlle Jean parce que sur votre même plateau ici, j'avais déjà eu l'occasion de me prononcer sur ce que je pensais d'elle. Mais je trouve la sortie du président de la Commission très maladroite. Il a raté une occasion de se taire. Parce que fondamentalement, et M. Adjovi a très bien compris ma position, ça n'est pas le fait de ne pas choisir Mme Michaëlle Jean qui me pose problème. Mais c'est la justification de ceux qui l'ont choisi qui me pose problème. Et quand on écoute ces justifications, on a honte pour l'Afrique. On a honte pour l'Afrique, non seulement parce que, comme je l'ai dit dans mes premiers propos, c'est une dame qui n'est pas moins africaine que nous. Voilà. On n'a pas de leçon d'africanité à lui donner, surtout pour une organisation, l'Union africaine, qui par le passé avait décidé de faire de la diaspora la 6e zone géographique de l'Union africaine. Donc franchement, Monsieur le Président de la Commission a la mémoire courte sur les idées et les grandes réalisations de sa propre organisation. Ensuite, et j'avais l'occasion de le dire, je le répète, mon problème aujourd'hui avec la Rwandaise qui est choisie, ça n'est pas à la limite sa personnalité qui me pose problème, mais c'est toute la philosophie politique qui va derrière. Tout le monde sait ce que c'est que le Rwanda. Mais aujourd'hui, elle dit qu'elle est partie à Erevan en tant que Rwandaise, en tant qu'Africaine, mais aujourd'hui, elle repart en tant que francophone. Et donc là-dessus, elle change de vision, elle change de cap. Ça, c'est les grands principes.
J'ai entendu le ministre français chargé, le secrétaire d'État chargé aussi des affaires francophones le dire, en disant vous êtes élu en tant que national, mais juste derrière, conformément au statut, vous devenez fonctionnaire international, donc insusceptible d'être influencé par votre pays. C'est vrai. L'OIF n'est pas unique dans ce domaine. Toutes les organisations internationales, c'est comme ça. Vous venez par une nationalité, ça fait partie d'ailleurs des critères de sélection, mais après, vous êtes censé vous débarrasser de l'influence de votre pays. Mais en réalité, ce n'est qu'un principe. Tout le monde sait comment ça fonctionne. Ce qui se passe aujourd'hui, en fait, ce n'est même pas le principe de la fonction internationale qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est le modèle politique renvoyé par le Rwanda. Arrêtons de dire qu'on ne sait pas que le Rwanda n'est pas une démocratie. Arrêtons de dire que le débat sur la démocratie est trop complexe qu'à la limite. Arrêtons de dire que finalement, ce n'est pas seulement par la démocratie qu'on atteint le développement et qu'on peut très bien y parvenir par la dictature. Ce qui est en cause, c'est que depuis de nombreuses années, l'Union africaine a fait le choix, un choix politique très clair, très courageux, qui est celui de la francophonie, celui de la démocratie. La francophonie a fait le choix de la démocratie, a décidé de défendre partout où besoin sera les valeurs démocratiques. Ils sont allés jusqu'à une déclaration de Bamako en 2000 qui contient les principes fondamentaux. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez quand même pas raisonnablement aller choisir un secrétaire général dont le pays ne respecte pas ses fondamentaux. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est un signal fort aujourd'hui adressé au Rwanda pour qu'il puisse changer sa modèle politique de gouvernance? À ce moment-là, moi je conseillerais au président béninois d'aller vers la dictature et que peut-être la francophonie reviendra nous remercier en nous disant, bon, pour vous encourager à aller vers la démocratie, on va vous donner le poste de secrétaire général. C'est quand même le paradoxe, c'est l'absurdité du raisonnement. En train de dire, on sait, on a conscience que ce n'est pas une démocratie. On a conscience que les valeurs qu'ils défendent sont contraires à ce que nous... Mais si nous lui confions le poste, dans le même temps, on dit non, que ce n'est pas le pays qui est en cause, que c'est un individu. Mais qu'est-ce qu'on veut finalement? Qu'est-ce qu'on veut? Heribert Labelle-Adjovi, qu'est-ce qui va alors changer aujourd'hui avec Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie? Oui, je voudrais réagir sur les deux points sur lesquels le professeur Victor Topanou vient de réagir. Je voudrais dire par rapport au président de la commission de l'Union africaine qu'effectivement, je ne regrette pas qu'il parle. Personnellement, en tant que président de la commission de l'Union africaine, il pouvait parler puisque l'Afrique a décidé de parler d'une seule voix. Mais il n'avait pas besoin de charcuter davantage notre sœur, Michaëlle Jean. Je pense que pour l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad qu'il est, je suis un peu surpris parce que quand même les bonnes manières, c'est aux diplomates. Les bonnes manières, on ne peut pas occuper un poste aussi important et longtemps comme celui du ministère des Affaires étrangères dans son pays et ne pas savoir arrondir les angles lorsque l'on se retrouve à répondre aux journalistes. Et donc je suis un peu surpris de la réaction du président de la commission de l'Union africaine. Il aurait pu dire que on est bien dérangé par rapport à ce qui s'est passé parce que Michaëlle Jean a beau être canadienne, elle est d'abord haïtienne et nous savons les relations entre Haïti et l'Afrique. Et donc, personnellement, ce volet-là m'a dérangé, mais il aurait pu faire la promotion d'une Union africaine qui recherche une solidarité de l'Afrique, que l'Afrique aille ensemble sur la scène internationale. Ceci dit, pour parler du deuxième volet qui concerne justement les valeurs que défend la francophonie, notamment les droits de l'homme, les droits de la femme, mais aussi la démocratie. Je trouve que, sans forcément soutenir quelqu'un, je trouve qu'effectivement, il n'y a pas une démocratie, il y a des démocraties, et qu'on ne peut pas apprécier la question de la démocratie sans voir les spécificités de chaque pays, l'histoire de chaque pays. Et donc, on ne peut pas considérer la démocratie, par exemple, dans un pays comme le Bénin,
de la même manière qu'on va apprécier la démocratie dans un pays comme la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui va le différencier? Non, attendez, on ne peut pas apprécier la démocratie en Afrique du Sud comme on peut apprécier la démocratie au Rwanda, parce que justement, si dans un pays comme le Bénin, nous sommes allés à l'indépendance, comme vous le savez, nous avons un pays, par exemple, comme le Rwanda, qui a eu une histoire récente d'affrontements sanglants. Et donc, quand vous allez en Afrique du Sud, vous voyez l'apartheid, ça ne fait pas longtemps que l'on en a fini. Donc, vous ne pouvez pas apprécier les choses de la même manière. Maintenant, est-ce que cela doit permettre... Permettez-moi d'aller au bout de mon idée. Juste une question pour pouvoir donc clarifier le concept. Lorsque vous estimez que la démocratie serait appréciée à l'aune donc de chaque nation, alors le principe, par exemple, le bâillonnement de la presse, l'emprisonnement des opposants, ça fait partie aussi des principes démocratiques à encourager dans ces pays-là que vous évoquez? Non. Là, vous ne m'avez pas compris. Je vous ai compris. Ce que je voudrais dire, oui, c'est que je suis allé au niveau du concept, de façon générale, sans parler spécifiquement d'un pays. Parce que vous avez énuméré certains États, j'ai juste fait un rapprochement. Oui, ben, en fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des démocraties. On doit, comment on appelle, tout faire pour que les droits de l'homme soient respectés, pour que comment on appelle, les libertés individuelles soient respectées, pour que la démocratie soit respectée. Mais vous êtes d'accord avec moi que justement ceux qui sont les paragons du droit de l'hommisme, que sont les pays occidentaux, sont les premiers alors à les violer systématiquement lorsque leurs intérêts géostratégiques sont en jeu. Vous le savez très bien. Donc, et les crises sont là. C'est pour dire quoi? Si moi je vois la manière dont Louise Mushikiwabo a été élue, on peut dire aujourd'hui, et là je veux dire au professeur Victor Tokpanou, que nous n'allons pas être plus royalistes que le roi, puisque les Occidentaux qui nous poussent dans cette affaire de démocratie, ils sont les premiers à mettre le Rwanda, un pays comme le Rwanda, au pinacle de la gloire, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, mais personnellement, je vois que ce qui s'est réellement passé, quelqu'un a dit que si Emmanuel Macron a préféré Louise Mushikiwabo à Michaël Jean, c'est qu'il n'aime pas être séduit, mais qu'il aime séduire. Ça, c'est peut-être une boutade. Mais en fait, ce qui s'est réellement passé, je pense que c'est les intérêts géostratégiques de la France qui sont en jeu, et que donc le Rwanda aujourd'hui a beau être un petit pays dans la région des Grands Lacs, le Rwanda joue un rôle important, et donc Paris veut quand même jouer davantage, parce que jusque-là, depuis la période du président Bill Clinton, Washington est vraiment en pole position. Paris veut revenir et estime, aujourd'hui on a le président Paul Kagame qui est président en exercice de l'Union africaine, et donc on a vu que avant le génocide rwandais, avec les accords de coopération entre la France et le Rwanda, les choses allaient bien jusqu'à ce que cette brouille n'arrive. Il est question aujourd'hui de se repositionner, et vous savez, on a beau tout dire, la francophonie, ça sert également à la France de bien se positionner, et la France d'aujourd'hui, la France de 2018, ça peut être cynique, ne peut pas avoir pion sur rue en Afrique sans les chefs d'État africains. Professeur Victor Tokpanou, juste au lendemain donc de cette désignation, peut-être ce qu'on peut appeler coup de tonnerre à Paris, le parquet demande qu'on abandonne les charges contre des proches de Kagame qui sont impliqués dans l'assassinat du président Juvenal Habyarimana, d'ailleurs objet déclencheur donc du génocide rwandais. Aujourd'hui, on apprend aussi que l'ambassade de la France à Kigali sera bientôt rouverte. Est-ce que vous pensez que l'intérêt personnel aujourd'hui a primé sur l'intérêt général? Écoutez, je pense que c'est un peu d'ailleurs les propos introductifs de M. Adjovi, et il vous rappelle que c'est parce que la France, à un moment donné, avait besoin de se replacer sur la scène géostratégique. Ce qui n'est pas faux. Ce qui rejoint d'ailleurs le discours de Mme Michaël Jean quand elle dénonce les petits arrangements. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que par rapport à ça, moi j'ai opposé l'indignité des présidents africains. Donc ils sont là. Toutes les fois où Paris a besoin de se repositionner, Paris vient à un sommet de l'UA à Nouakchott et leur demande de soutenir une candidature, en sachant que seuls à peine, moins d'une trentaine des États membres de l'Union africaine sont membres de l'OIF. Pourtant, ils disent que c'est l'Union africaine qui l'a fait.
D'accord. Et ça ne leur pose aucun problème. Ils arrivent, on leur dit, écoutez, défendez le discours selon lequel l'Union est revenue en Afrique, et puis ils acceptent. Vous avez l'impression que nos chefs sont des marionnettes? C'est des marionnettes. Et c'est peut-être ça qui révolte aujourd'hui les jeunes générations en Afrique. C'est inacceptable le spectacle auquel ils se donnent. C'est inacceptable. Écoutez, vous avez une organisation internationale pour laquelle vous avez travaillé pendant des décennies entières. C'est péniblement, pour ceux qui ont suivi l'histoire de la francophonie, c'est péniblement qu'on est arrivé à la déclaration de Bamako en 2000. Péniblement et très difficilement. Mais on fait depuis 2000, au moins depuis 18 ans, des règles communes de vie. Et d'un seul trait de plume, parce qu'on estime que Paris a besoin de se repositionner géostratégiquement, parce que Paris, finalement, a besoin de se faire pardonner sa responsabilité dans le génocide rwandais. On peut les accompagner comme ça. Ils ne se sont jamais posé la question de savoir est-ce qu'un jour, le Bénin pourrait être candidat au poste de secrétaire général de Commonwealth, qui est l'autre organisation similaire sur le plan international. Vous pensez qu'on pourrait envoyer demain un Togolais devenir secrétaire général? Vous croyez que Paris accepterait que le Bénin décide demain que la langue officielle du Bénin soit l'anglais? Mais si c'est ça, si c'est le modèle qu'on veut nous vendre au Rwanda, à travers le Rwanda, allons-y. Offrons-nous un génocide. 100 000 morts par jour pendant 10 jours. Ensuite, obtenons la culpabilité partielle, réelle ou avérée, d'une puissance étrangère, la France ou les États-Unis ou ailleurs, ou le Canada, et puis ensuite obtenons une aide de près de 80% étrangère dans le budget national, et vous verrez que le modèle rwandais pourrait être dupliqué partout. Mais en fait, c'est là la gravité de la situation. Mais puisque, moi j'apprécie... Ribert Label le disait tout à l'heure, la démocratie s'apprécie suivant l'État. Vous me donnez l'occasion de lui répondre. Je pense que ce n'est pas une très bonne lecture des choses. Elle n'est pas féconde, elle est plutôt stérile, en ceci qu'on le savait depuis. La démocratie allemande n'est pas la même chose que la démocratie française, n'est pas la même chose que la démocratie américaine, n'est pas la même chose que la démocratie suédoise, n'est pas la même chose que la démocratie danoise, etc. Mais pour autant, on ne dit pas de ces gens-là qu'ils ne sont pas des pays démocratiques. Alors, si on se cache derrière la relativité de la démocratie pour dire on ne peut pas apprécier la démocratie sud-africaine à l'aune de la démocratie béninoise, je trouve qu'on ouvre une porte dangereuse vers ce qu'il convient d'appeler le relativisme excessif et qui est de toute façon nuisible. Parce que dans ces conditions-là, pourquoi ne pas dire que la Chine est un pays démocratique? La Chine est un pays démocratique. Parce qu'on ne doit pas comparer ou on ne doit pas interpréter la démocratie chinoise à l'aune de la démocratie américaine. À ce moment-là, on pourra dire que le Rwanda est un pays démocratique parce qu'on n'a pas le droit d'apprécier la démocratie rwandaise à l'aune de la démocratie béninoise. Et quelle autre dictature on connaît dans le monde? On va y aller à ce moment-là. Et c'est très dangereux. C'est une boîte de Pandore que vous ouvrez en ouvrant la porte au relativisme excessif de la démocratie. La démocratie, une fois pour de bon, c'est des principes universels. Que l'on soit noir ou blanc, qu'on soit jaune ou rouge, on a le droit de revendiquer des libertés individuelles, des libertés d'expression, des libertés d'association, les libertés d'aller et de venir. C'est ça qui fait le fondement de la démocratie. C'est ça. Et si vous ne pouvez plus vous associer, si vous ne pouvez plus aller et venir, si vous ne pouvez même plus vous parler parce que vous avez peur des conséquences de vos propos ou de vos actes, vous n'êtes plus en démocratie. Après, les institutions pour faire tourner une démocratie, oui, on peut y trouver des touches nationales, des touches culturelles, etc. Mais les valeurs fondamentales, c'est quand même ça, c'est le minimum. C'est le minimum. Et donc mettre le Rwanda sur le même pied d'égalité que l'Afrique du Sud ou que le Bénin, je trouve que c'est filer du mauvais coton avec des risques de porte ouverte à tous les excès. Alors, Ribert Label Adjovi, une organisation qui ruse avec les valeurs et les principes est déjà une organisation moribonde. Michael Jean. Oui, je pense que ma réflexion n'a pas été très bien comprise tout à l'heure parce que je voudrais dire
que c'est vrai, les fondamentaux sont là. Mais vous ne pouvez pas parler de liberté d'expression, de liberté d'association, de liberté de... La preuve, lorsque même on est dans les démocraties les plus améliorées aujourd'hui, on parlait de la France, des États-Unis, vous voyez toutes les restrictions qu'il y a aujourd'hui dans les aéroports et on se dit, mais est-ce qu'on est toujours dans la démocratie parce que vous n'avez plus de vie privée? Et donc, c'est les situations auxquelles on fait face qui peuvent déterminer comment on évolue. Je ne veux pas dire que la question de la liberté individuelle, la question de la liberté associative, tout cela doit être mis, comment on appelle, en veilleuse et que l'on doit apprécier les choses de façon globale. Mais c'est pour dire qu'en fait, lorsqu'on se retrouve dans une situation, on ne peut pas parler de démocratie sans voir l'histoire du pays concerné. Et que moi, je pense concrètement que le Rwanda n'a pas été choisi, sinon la candidate rwandaise, ministre des Affaires étrangères depuis 2009, donc elle a fait 9 ans en tant que ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Et, la démocratie du Rwanda ne peut pas être appréciée sans voir d'où est-ce que ce pays vient et qu'est-ce que ce pays a traversé à ce jour. Et que même s'il y a des choses à améliorer, beaucoup de choses à améliorer, moi je pense que c'est l'effort qui est en train d'être fait aujourd'hui. C'est cet effort que la communauté internationale, sachant qu'elle a aussi une responsabilité dans ce qui s'est passé dans ce pays, qui est en train de dire encourageons-les à aller davantage dans le sens d'une démocratie qui permette à ce que les citoyens se sentent vraiment libres d'agir. Et que, je le soulignais également, même quand on parle de démocratie, lorsque vous allez dans les pays qui se disent très démocratiques, il y a bien des actes attentatoires à la démocratie et qui devraient amener des dirigeants au banc des accusés. On ne trouve que, par exemple, des gens comme le président Gbagbo qu'on envoie à la CPI, alors qu'il y a, je ne veux pas donner de nom, beaucoup de pays que vous connaissez très bien, où des gens pourraient se retrouver au banc des accusés, mais on estime qu'il y a une démocratie pour les Occidentaux et nous, même si nous-mêmes nous désirons vraiment marcher selon les principes démocratiques, en fait, on ne nous brandit la carte démocratique que lorsqu'on a un président qui est indiscipliné, excusez du peu, et qu'on estime qu'il ne permet pas la prévarication des ressources, notamment du sous-sol. C'est comme cela. Même si nous-mêmes, nous voulons nous approprier de quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est un autre débat qu'on aura le temps donc de faire. Oui, professeur, juste une précision. Oui, je souffre dans ma chair lorsque j'entends parler de la démocratie rwandaise. Monsieur Adjovia a parlé de démocratie rwandaise. Non, j'ai dit que la démocratie au Rwanda, c'est un processus, que la démocratie, c'est un processus, et que la situation politique du Rwanda n'est pas la même situation que d'autres pays qui n'ont pas connu... Vous voyez, j'aurais pu vous arrêter juste au moment où vous avez sorti l'expression, je ne l'ai pas fait. C'est une émission, vous la regarderez, vous entendrez que vous avez bien dit démocratie rwandaise. Franchement, quel mal vous avez à reconnaître la dictature rwandaise? Pourquoi? Parce que c'est en glissant dans des émissions de cette nature, des petites expressions comme ça, que vous préparez l'opinion à accepter le fait accompli. Non, le Rwanda n'est pas une démocratie. Et en principe, il n'y a aucune honte à le reconnaître. Le Rwanda peut se prévaloir de son passé récent, d'un génocide qui fait qu'ils reviennent de très loin et qu'en conséquence, ils ont besoin d'un régime fort pour se reconstruire. Moi, je n'ai rien à dire. Mais je n'accepte pas que l'on veuille justifier ça en disant à cause de leur histoire, ils ont une démocratie rwandaise. Non, nous avons au Rwanda une dictature. Maintenant, si vous dites formellement que pour encourager cette dictature à aller vers la démocratie, on a voulu lui donner un instrument qui est là pour faire la promotion de la démocratie, je comprendrai. Et ça ramène à mes propos de début où je vous disais, mon problème, ça n'est pas tant l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, c'est la justification qu'on a donnée, qui est obscène. Il n'y a pas de démocratie au Rwanda et je pense que partout où je passerai, je ne laisserai pas dire. Mais si demain, il y a une démocratie qui s'installe au Rwanda, il n'y a pas de problème, on va tous applaudir. Ce n'est que ça qu'on demande. Donc, apparemment, ce n'est pas ce que vous avez voulu dire, mais vous avez dit très formellement, vous allez vous réécouter,
très formellement, vous avez parlé de la démocratie rwandaise et c'est ça qui m'a fait réagir. Alors, professeur Tokpanou, j'ai posé la question à Heribert Labella-Ajovi qui n'a pas encore répondu. Une organisation qui ruse avec les valeurs et les principes est déjà une organisation moribonde. Vous savez que moi aussi, j'ai eu des mots beaucoup plus durs avant Michaël Jean. J'avais dit que le soutien de la France à la candidate rwandaise était la mort de la francophonie. Et je le pense. Nous y sommes. Pas seulement moribonde, c'est la mort. Dans tous les cas, en termes de concept, la démocratie qu'on a connue jusqu'en 2017-2018 ne sera plus la même que celle qu'on connaîtra à partir de 2019. Ça va être une nouvelle francophonie à réinventer. Le mot francophonie existera toujours pour capitaliser un passé, mais en réalité, la francophonie, celle des valeurs démocratiques, n'est plus là. C'est l'enterrement de première classe de cette démocratie qu'on a connue en Arménie. Maintenant, vous allez voir les 4 années prochaines. Moi, si j'ai un conseil, si j'avais été conseiller des princes africains, je leur conseillerais tous de retourner dans le modèle rwandais. Donnez-vous un génocide, accusez partiellement des pays occidentaux, réussissez au moins à les tenir au collet en montrant leurs responsabilités. Troisièmement, justifier de cela pour faire une dictature, et vous verrez, vous aurez les mêmes résultats, les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets. Si vous voulez le modèle rwandais, répliquez les mêmes schémas. Alors, vous avez commencé à dire, Heribert Labella-Ajovi, entre-temps, que vous avez approuvé l'attitude de l'Union africaine quant au choix de la rwandaise et que vous vouliez que l'Afrique se prononce également de la même manière, à l'unisson, donc sur les faits majeurs de l'actualité internationale. Qu'est-ce que vous pensez que la rwandaise peut aujourd'hui apporter de particulier à cette organisation? Ce que je crois, c'est que ce qui fait que le Rwanda séduit, et d'abord les Occidentaux, en plus les Africains, ce n'est pas le modèle, comment on appelle, de gestion politique, qu'on peut parler de dictature ou d'une certaine forme de dictature, mais c'est d'abord le pragmatisme. Je pense que c'est à ce niveau-là que vous attendez beaucoup plus la chose se situe. C'est-à-dire c'est à ce niveau que le Rwanda séduit d'une manière ou d'une autre. Les autres pays africains ne veulent pas forcément ramener la dictature dans leur pays, puisqu'il y en a eu dans le passé, mais au-delà des discours, quelle est cette démocratie qui ne nourrit pas son homme? Quelle est cette démocratie qui ne permet pas au peuple, en dehors de la liberté de s'exprimer, de pouvoir satisfaire ses besoins fondamentaux? Et donc, moi, je pense que le Rwanda, dans ce sens, peut amener, et d'ailleurs, on se retrouve à la tête de l'Union africaine avec le président Paul Kagame. On a vu les réformes qui sont en train d'être entreprises et Paul Kagame n'a jamais dit dans un discours à ce jour qu'il faudrait que nous revenions à une dictature, mais il met beaucoup plus l'accent sur ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un contenu, qu'on ait une Union africaine qui ait vraiment un contenu et que nous ne nous arrêtions pas aux mots et que les projets intégrateurs que les pères fondateurs ont fait construire, mais qui n'ont jamais eu de début même d'évolution, qu'on soit pragmatique et on y aille. Moi, je pense que dans le même sens, il faudrait qu'avec la présidence de la rwandaise, à la tête du secrétariat général de l'OIF, que l'on passe au mot, qu'on aille dans le concret, qu'on ne nous dise pas démocratie, parce que c'est de ça qu'il s'agit, qu'on ne nous parle pas de démocratie seulement quand il est question d'un pays qui ne répond pas aux aspirations des Occidentaux, un pays qui est récalcitrant, qui ne veut pas permettre la prévarication de ses ressources internes, mais qu'on parle de démocratie pour tout le monde. Et que dans ce sens, moi, je pense qu'avec la candidate, la secrétaire générale rwandaise aujourd'hui, on a, j'espère, la possibilité d'aller dans le concret, que effectivement qu'on continue de promouvoir la démocratie, de promouvoir les droits de l'homme, de promouvoir les droits de la femme. Et vous savez que dans ce sens-là, très peu de pays africains ont de leçons à donner au Rwanda quant à la parité hommes et femmes. Et donc, mais qu'au-delà, que l'on puisse permettre à ce que des projets soient mis en œuvre pour que la jeunesse, parce que quand je prends les pays africains qui sont francophones, il y en a beaucoup dont la jeunesse sont obligés d'aller hors du pays, de se retrouver dans l'immigration en Europe, qu'il y ait des projets qui permettent vraiment d'asseoir
une démocratie, mais qui débouche sur le développement. Donc, c'est la question du pragmatisme qui m'intéresse personnellement à ce niveau. Alors, et c'est sur ce point que j'attends de voir ce que Mme Louise Mushikiwabo fera. Alors, professeur Tokpanou, le Ghana a obtenu quand même sa place d'observateur à cette rencontre de Erevan en Arménie. Il y a également des pays comme la Gambie, l'Arabie Saoudite qui a retiré pour 2 ans à venir sa candidature sous la pression, dit-on, française. Il y a d'autres pays comme l'Afrique du Sud qui frappent également à la porte de la francophonie. Est-ce que vous ne pensez pas que l'organisation renaîtra peut-être de ses cendres sous la présidence de la Rwandaise? Écoutez, je vais peut-être faire une rapide réponse au propos de M. Adjovi. Je pense qu'il ne faut pas se tromper en fait d'analyse. Il y a eu un extrait du discours de Michael Jean qui vous a peut-être échappé, mais en principe, ça ne devrait pas, puisque vous êtes vous-même spécialiste des relations internationales. C'est lorsqu'elle disait qu'après tout, elle n'a fait que ce que vous avez voulu, en s'adressant au chef d'État. Le secrétaire général d'une organisation internationale ne fait que la volonté des chefs d'État, que ce soit aux Nations Unies, que ce soit à la CEDEAO, que ce soit à l'UA. On a vu d'ailleurs avec l'ancien président malien, lorsqu'il a été premier président de la Commission de l'Union africaine, quand il a voulu libérer la Commission de la pesanteur de la conférence des chefs d'État. Michael Jean n'a fait que ce que les chefs d'État ont voulu. Si vous voulez le pragmatisme, ce n'est pas à travers la secrétaire générale. Parlez, adressez-vous maintenant au sommet des chefs d'État. C'est eux qui doivent être pragmatiques ou ne doivent pas l'être. Et quand ils ne le sont pas, le secrétaire général ne pourra rien faire d'autre. On va la rappeler à l'ordre d'ailleurs, si jamais elle essaie d'être plus pragmatique que la conférence des chefs d'État. Et c'est là où je suis surpris que vous affichiez une espèce de naïveté, non pas ça c'est pas injurieux, mais pour dire que finalement vous déplacez le débat, ce que vous devriez obtenir, demander et obtenir au niveau de la conférence des chefs d'État, vous transposez au niveau du secrétaire général. La secrétaire générale toute seule ne pourra jamais rien faire. Maintenant, si, pour revenir à votre question, il est évident qu'il y a beaucoup de pays anglophones qui veulent venir. Mais ils vont noyauter l'OIF, c'est tout. Ils en feront ce qu'ils voudront. L'OIF ne sera plus jamais l'OIF. C'est comme si demain, tous les pays francophones se mettaient en bloc et disaient « nous allons demander une adhésion groupée au Commonwealth ». Je ne suis pas sûr que la reine accepterait. Mais enfin, chez nous, ça se fait. Ça veut dire simplement que la philosophie a totalement changé. Et c'est en cela aussi que je disais que la francophonie est morte. Elle est pire que moribonde. Ouvrir aujourd'hui, parce que la francophonie, c'est beaucoup plus la promotion de la culture, de la langue. Non, mais on a dépassé ce stade. À l'époque où c'était la culture, ça s'appelait ACCT. Après, on a fait un bond qualitatif en voulant en faire. Aujourd'hui, permettre quand même qu'il y a une grande population qui parle le français, oui, mais pas quand même une mauvaise chose. Non, mais en cela, c'est pas parce que l'Afrique du Sud va accéder à l'OIF qu'il y aura plus de francophones ou francophiles en Afrique du Sud. Ça n'est pas parce que le Ghana deviendra francophone ou va adhérer à l'OIF que du coup, ça va être l'inverse. Aujourd'hui, vous savez très bien que c'est du Togo et du Bénin que des colonies entières vont au Ghana pour apprendre l'anglais. Personne n'a envie de faire le sens inverse. Personne. Et lorsque vous regardez d'ailleurs les présidents français successifs, ils ne sont pas les meilleurs défenseurs de la langue française. C'est des gens qui parlent tout le temps anglais. Et donc en réalité, comme il dit lui-même, c'est en Afrique francophone qu'on a encore le plus de francophones. Donc si c'est notre affaire à nous, on n'a même pas besoin de la France pour la faire. Mettons-nous ensemble si nous avons des valeurs communes à défendre. Mais si on doit aller vers l'ouverture, ça va être au niveau africain, une organisation, une Union africaine bis, puisqu'on va se retrouver avec les mêmes partenaires aux mêmes réunions. Je veux dire, à ce moment-là, moi, je serai beaucoup plus dans mes positions personnelles en faveur de moins d'organisations qui fonctionnent mieux. Si tous les pays francophones doivent se retrouver à l'OIF, autant que l'Union africaine reste seule et qu'on renforce les trucs plutôt que de créer des structures concurrentes. Vous avez 30 secondes, Iribelable Adjovi. Oui, je voudrais juste dire que ce n'est pas de la naïveté, mais c'est juste du pragmatisme pour répondre au professeur Victor Tokpanou. Et j'en finirai en disant juste que nous n'allons pas oublier quand même qu'au sorti de ce 10e sommet de la francophonie, 17e du moins sommet de la francophonie, le Bénin s'en est sorti quand même avec la présidence du réseau
francophone des ministres de l'économie numérique et le siège du secrétariat exécutif. Merci donc à vous, Heribert Label Adjovi, pour ces précisions. Merci également à vous, Victor Tokpadou. Je cite ici Michael Jean. C'est sous votre impulsion que nous nous sommes dotés de tests normatifs et de références exigeantes sur la pratique de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone, ainsi que sur la prévention des conflits et la sécurité humaine. Alors, c'est en cela que le bilan de mon mandat que je vous présenterai est aussi votre bilan, s'adressant donc aux chefs d'État africains. Et donc, à la rwandaise, nous souhaitons donc bonne présidence et que la francophonie puisse prendre de nouveaux engagements avec l'histoire et peut-être démentirait le professeur Victor Tokpadou qui ne voit plus véritablement en cette francophonie un avenir prometteur. À chacun et à tous, merci donc d'avoir partagé vos réflexions sur cette rencontre, ce 17e sommet de la francophonie à Erevan. Également à vous, chers téléspectateurs, c'est un débat panafricain qui est donc lancé. Vous avez également à apporter vos contributions pour l'améliorer. À chacun et à tous, très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.